Grande manœuvre au ministère des Finances et du Budget. Ce jour d'octobre 2011, la ministre Valérie Pécresse annonce devant un parterre de journalistes de nouvelles mesures musclées contre les fraudeurs fiscaux. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est une priorité du gouvernement depuis des années maintenant. Les Français n'ont pas à payer le prix de l'incivisme de ceux qui trichent. Il n'y a à nos yeux qu'une seule stratégie, la peur du gendarme. Pas de quartier donc pour ceux qui ne payent pas leurs impôts. Depuis 2007, à Bercy, même mot d'ordre pour tous les ministres. En cette période de chômage, la lutte contre la fraude d'une manière générale, mais aussi la lutte contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, elle prend une autre dimension. C'est une affaire de justice et de justice sociale entre les uns et les autres. On doit respecter la loi. Nicolas Sarkozy, lui aussi, est en guerre. Dans son collimateur, les pays qui aident les fraudeurs. La France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et pourtant, malgré les discours, rien ne semble arrêter les tricheurs. 30 à 50 milliards d'euros échapperaient chaque année aux caisses de l'État. Dans les milieux fortunés, échapper à l'impôt est un sport. Pour cacher patrimoine et revenus, il existe toute une panoplie de combines. De la plus simple à la plus sophistiquée. N'en déplaise aux dirigeants politiques français, les paradis fiscaux n'ont pas dit leur dernier mot. Mettre son argent sous le soleil, dans un pays où le taux d'imposition est quasi nul, fait toujours fureur. Pour aller au paradis, il suffit de taper sur Internet « Comment ne plus payer d'impôts ». Des dizaines de sites proposent d'aider à transférer ses revenus dans des sociétés offshore. Des sociétés basées dans ces fameux paradis fiscaux. Panama, îles Caïmans, îles Vierges britanniques, Seychelles, Singapour, il y a l'embarras du choix. On en dénombre une quarantaine dans le monde. Sur ces sites, mettre son argent à l'étranger est présenté comme de l'optimisation fiscale. Nous avons demandé à Isabelle, une femme d'affaires, de jouer les candidats à l'évasion fiscale. Elle prend contact avec l'un de ces sites par mail. Elle explique posséder une société en France qui déclare chaque année 250 000 € de bénéfices nets avant impôt. Quelques heures plus tard, le site demande à Isabelle de rappeler l'un de ses conseillers, basé en Suisse. Bonjour, j'ai bien reçu votre mail et j'ai pas envie l'année prochaine de me retrouver à donner 33% de ces 250 000 €, quoi. Ah oui, c'est clair. Rendez-vous est pris. Mais sur le territoire national, aider un contribuable à soustraire ses revenus aux impôts, c'est un délit. Le conseiller va lui demander de venir le voir hors de France. vous déplacez pas? Non, je me fais arrêter directement si je viens vous proposer ce type de service en France. On va m'arrêter si on me trouve en train de donner des conseils fiscaux pour de l'évasion fiscale à des clients, oui. D'accord, donc effectivement, il vaut mieux que ce soit moi qui me déplace. Mesdames et messieurs, nous venons de passer la frontière. Vous souhaite la bienvenue en Suisse. Genève, c'est ici, à 2 heures de Paris, que se trouvent les bureaux du conseiller avec lequel Isabelle a rendez-vous. Bonjour. En préambule, le conseiller du site internet va lui expliquer que pour cacher ses revenus dans un paradis fiscal, il faut prendre des précautions afin de ne pas éveiller les soupçons du fisc français. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tout basculer offshore, tout facturer depuis là et continuer à vivre en France. On a une voiture,
On a eu une maison, un appartement, un train de vie, je ne sais pas si vous avez des enfants, enfin tout ça c'est des frais qu'il faut justifier. Donc vraiment, il faut éviter de leur donner une raison de venir fouiller dans vos affaires. Donc avoir un revenu qui couvre vos charges. Le conseiller va lui proposer de créer une société aux Seychelles. Paradis fiscal où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. C'est là qu'Isabelle devra basculer la majeure partie de ses revenus. Pour échapper à la surveillance du fisc français, il lui conseille de créer une société paravent en Angleterre. Le nom d'Isabelle n'apparaîtra nulle part. À Londres, comme aux Seychelles, ces sociétés seront officiellement dirigées par des représentants légaux, ce qu'on appelle dans le jargon des nominis. Dans certains cas, ils jouent le rôle de simples prête-noms. On les trouve comment, ces personnes? C'est nous qui vous les fournissons. C'est des juristes avec lesquels on travaille. Ah, c'est des juristes? Oui, juristes ou gérants de société, mais leur métier c'est d'être nominis. Vous allez les trouver dans des milliers de sociétés, à mon avis, comme directeurs ou autres. Ouais. C'est vraiment ils sont là pour ça, quoi. Voilà. D'accord, c'est leur métier. Ils ne pourraient pas faire ce métier s'il y avait quoi que ce soit sur eux. Ils sont vraiment blancs comme neige. À l'entendre, il n'y aurait aucun risque. En France, avec 250 000 € de bénéfices, Isabelle devrait payer 80 500 € d'impôts. Avec le montage proposé par le conseiller suisse, elle ne paierait plus que 1 700 € de taxes diverses. C'est 50 fois moins. Dernière étape, Isabelle va avoir besoin d'un compte en banque pour profiter de cet argent non déclaré au fisc. Selon le conseiller, il suffit d'ouvrir un compte dans un pays protégé par le secret bancaire, la Suisse. Et pour rapatrier discrètement cet argent en France, tout a été prévu. Comment je jouis de mon argent après? Par des cartes, vous retirez via des cartes. Vous pouvez ouvrir des comptes en Suisse, vous aurez des cartes de retrait anonymes, donc utilisables partout dans le monde, il n'y a pas votre nom, il n'y a rien. Je vais vous montrer comment elle est. Oui, donc c'est transparent. Il n'y a juste pas le nom, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Voilà, ça c'est une carte... D'accord. Ah oui, il n'y a aucun nom. Rien du tout. Parfait. C'est vraiment très pratique, donc jusqu'à 30 000 € par mois de retrait, rechargeable jusqu'à 100 000 € par année, pour avoir jusqu'à 5 cartes par compte. Donc c'est déjà pas mal. 5 cartes par compte, ouais. Ça fonctionne très bien. On touche du bois, il n'y a jamais eu de problème à 5000 clients. Le conseiller est parfaitement conscient qu'il propose un système certes légal, mais qui permet en France de contourner la loi. Globalement, j'ai pas le droit de le faire. Moi, en société française... Vous avez le droit d'avoir des sociétés offshore. C'est inscrit dans la Constitution européenne. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, c'est ce que vous faites de votre société qui fait que c'est légal ou pas. Ne pas déclarer ses revenus, on ne va pas se mettre des œillères, c'est pas légal. D'accord. Voilà. Mais le but, c'est quand même ça. Le but du jeu, c'est optimiser et éviter de payer plus que ce qu'il en faut, on va dire, à l'État français. Un jeu dangereux. Si Isabelle est démasquée par le fisc français, elle risque un redressement, une amende de 500 000 € et une peine de prison de 5 ans. En théorie seulement, car les chances de se faire attraper sont faibles. Nous avons montré ces images à un syndicaliste des impôts. Selon lui, ce type de fraude est très bien connu des services du fisc, mais il est rare de prendre les fraudeurs la main dans le sac. On est dans un contexte où il y a une liberté de circulation des capitaux, des biens, des personnes. Et donc chacun a le droit d'ouvrir un compte où il veut, de créer une société où il veut. Simplement, la contrepartie, c'est de déclarer le compte bancaire à l'administration fiscale française. Et donc, en apparence, du point de vue de l'agent du fisc qui a un dossier sur la table, eh bien, il y a une société qui est créée dans un État. Il peut se douter si c'est un paradis fiscal qu'il y a une fraude. Mais comment le prouver ? Il ne peut le prouver que s'il va sur place, mais il n'a pas le droit, ou s'il fait jouer une coopération fiscale ou judiciaire, mais à partir du moment où cette coopération ne marche pas, alors les fraudeurs ont toute latitude pour créer des coquilles vides et frauder. Échapper à l'impôt grâce à un paradis fiscal n'est pas donné. La création d'une société offshore, c'est 5 000 €, frais de gestion non compris. Autre stratagème pour payer moins d'impôts, se domicilier à l'étranger. Au
Aux frontières de l'Hexagone, en Suisse, en Belgique, les impôts sont moins importants. Ces dernières années, des milliers de Français fortunés en ont profité. Parti en Suisse à Gstaad, le chanteur Johnny Hallyday. Dans le canton de Genève, Charles Aznavour, Alain Delon et la championne de tennis Amélie Mauresmo. En Belgique, l'actrice Emmanuelle Béard ou les héritiers de Gérard Mulliez, le fondateur d'Auchan. S'exiler à l'étranger est tout à fait légal, à condition d'y vivre plus de 6 mois par an. Nous nous sommes intéressés à un exilé fiscal moins connu du grand public, Maurice Biederman. Ex-roi du textile, Maurice Biederman a fait fortune dans les années 70. À l'époque, le patron a droit aux honneurs des journaux télévisés. Maurice Biederman, qui dans l'industrie du vêtement a en 5 ans créé le plus grand nombre d'emplois. Maurice Biederman, 42 ans, le numéro 1 de la confection masculine en France, peut-être même en Europe. En mai. Champion de la reprise d'usines de confection en difficulté, c'était un peu le Bernard Tapie de l'époque. Le mot patron veut dire ce que ça veut dire. Un patron, c'est un patron, effectivement. Aujourd'hui, il s'est expatrié au Maroc, pays où il n'y a pas d'impôt sur la fortune. 20 ans qu'il n'est plus imposé en France. Sa résidence fiscale est à Casablanca. Nous avons voulu rencontrer Maurice Biederman au Maroc. Direction Casablanca, capitale économique du pays. Le domicile de Maurice Biederman se trouve dans le centre-ville, à 2 pas de la Médina. Étonnant, c'est dans cet immeuble un peu délabré que réside l'homme d'affaires français, au dernier étage. Nous rentrons en caméra cachée. Ah, voilà. Dans le hall de l'immeuble, une boîte aux lettres sur laquelle est inscrit le nom de Maurice Biederman. L'homme possède bien un appartement ici, au 13e étage. Mais là, nous allons trouver porte close. C'est le concierge de l'immeuble qui va nous renseigner. Est-ce qu'il habite ici? Il l'a jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Il te dit de voir ce monsieur-là, c'est lui qui s'occupe de lui. D'accord. Il devrait le connaître. Ouais. À tous les cas, il nous envoie. Le concierge ne l'a jamais vu, mais d'après lui, le syndic de l'immeuble en saurait plus. En fait, on voulait savoir si M. Biederman était là. Il n'est pas là, M. Biederman? Il habite au 13e étage, c'est ça? Mais il est pas... Il est en France? Mais je crois... Il vit ici, non? Non. Non, il vit pas ici. Non, il n'est pas ici. Il est en France. Il travaille seulement par email avec sa secrétaire. Avec sa secrétaire? Oui. D'accord. On reçoit les courriers, on envoie par mail. Et vous renvoyez par mail en France? Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu une boîte aux lettres pour M. Biederman ici? Bien sûr, parce qu'il a l'adresse d'ici. D'accord. Mais c'est pas une adresse où il vient jamais ici, quasiment? Je ne l'ai jamais vu, moi. Vous l'avez jamais vu? Non. Mais où donc alors réside Maurice Biederman? En réalité, il n'aurait jamais quitté la France. Paris, c'est là que nous allons retrouver sa trace. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, Ézéchiel Richard, croit savoir où réside réellement Maurice Biederman. Il va se faire un plaisir de nous le montrer, car un contentieux financier juridique oppose sa famille à l'ex-roi du textile. Selon le jeune homme, Maurice Biederman vivrait toujours à Paris, dans le très huppé 7e arrondissement, à 2 pas des ministères et de l'Assemblée nationale. Il habiterait rue Saint-Dominique, dans cet immeuble, où il occuperait un somptueux 400 mètres carrés. Alors là, on est devant le rue Saint-Dominique, où tous les matins, on peut voir Maurice Biederman sortant avec le chauffeur qui attend le matin. J'ai même une photo où on le voit aussi. Vous avez Maurice Biederman qui sort au même endroit où on est, le chauffeur qui l'attend le matin pour lui ouvrir sa porte, etc. Monsieur Biederman et son chauffeur. Peut-être que ça pourrait être que par hasard. Ah non, mais je suis venu ici plusieurs fois
plusieurs fois et à plusieurs laps de temps, et à chaque fois, il sortait d'ici. Ézéchiel Richard a voulu nous montrer d'autres documents. Ils indiqueraient que, contrairement à ce que Maurice Biederman affirme, ces 20 dernières années, il aurait vécu à Paris. Saint-Dominique. Des courriers de l'industriel avec pour en tête son adresse parisienne. Des photocopies de son passeport où la même adresse est mentionnée. Et ce constat d'huissier daté de 2011, effectué sur les listes électorales du 7e arrondissement. Dans les listes électorales, Maurice Biederman est encore ici. Et ça date de quand? Ça date là, il y a quelques mois. Et non seulement en France, mais exactement à la même, dans la mairie du 7e, exactement là où il habite. En France, Maurice Biederman ne se cache pas. On le voit régulièrement dans des événements mondains. À Paris, il se montre aux côtés de ministres du gouvernement, comme sur ces clichés pris en septembre 2011, avec Xavier Bertrand. Ou plus récemment, en février 2012, au dîner du CRIF, le voici en pleine conversation avec Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de l'époque. Depuis des années, Maurice Biederman fait partie du premier cercle des donateurs de l'UMP qui finance le parti de celui qui est alors président de la République. Assemblée nationale. Ici, certains députés de l'opposition s'étonnent de l'absence d'intérêt des services fiscaux pour ce contribuable réputé proche du pouvoir. Parmi ces parlementaires, Christian Eckert. En juillet dernier, le député socialiste s'est même fendu d'une lettre au président de la République de l'époque. Au mois de juillet 2011, je l'invite à effectivement vérifier, par exemple, si M. Biederman, qui fréquente ouvertement à Paris le premier cercle des donateurs de l'UNP, qui est propriétaire directement ou non de biens immobiliers en France, si l'État s'est assuré de la régularité de ses déclarations fiscales en France, de lui ou de ses proches. Les questions sont précises, ne sont pas plus vindicatives, je veux dire, que la normale d'un député qui souhaite contrôler l'action du gouvernement. C'est aussi une mission du Parlement. Et la réponse du président? On attend toujours la réponse du président. On l'attend toujours et j'imagine qu'on ne l'aura pas. Christian Eckert n'a toujours pas reçu de réponse du président. Au Maroc, en revanche, les autorités ont lancé en janvier dernier un contrôle fiscal sur Maurice Biederman. Car le Français n'y paierait pas non plus ses impôts. À Casablanca, nous rencontrons en caméra cachée un fonctionnaire du fisc marocain. Il nous révèle que ses services ont pris contact avec le fisc français. L'homme s'étonne de l'absence de curiosité de ses homologues français. Est-ce que vous travaillez avec la France pour un cas comme Biederman? On va entamer une procédure d'assistance. Et là, c'est vous qui demandez à la France de l'aide? D'accord. Les Français n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé? Et pourquoi? Ce problème ne se pose pas chez vous. C'est vrai? Normalement, réellement, il réside en France. Ah oui. Sa richesse, il l'a créée là-bas, en France. Il a constitué sa fortune en France. Et c'est la France qui est lésée. Nous avons voulu interroger Maurice Biederman sur ses soupçons de fraude à la résidence fiscale. Nous savions où le trouver. À 9h, la voiture avec chauffeur attend Maurice Biederman, rue Saint-Dominique. Et quelques minutes plus tard, nous allons apercevoir Maurice Biederman sortant de son domicile parisien. Monsieur Biederman. Il n'a pas daigné baisser sa vitre fumée. Contacté par téléphone à son domicile parisien, Maurice Biederman a refusé de répondre à nos questions. Il estime être la victime de vengeance personnelle. Pour échapper à l'impôt en France quand on est riche et célèbre, il existe une autre bonne vieille ficelle. L'avantage de la Suisse, c'est son fameux secret bancaire. Mais parfois,
Certains contribuables français qui y cachent leur argent au fisc se font prendre les doigts dans le pot de confiture, comme en 2010, la milliardaire française Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt a-t-elle dissimulé de l'argent en Suisse? C'est ce que laissent entendre des enregistrements de conversations entre l'héritière L'Oréal et son conseiller financier. Dommage collatéral d'un conflit familial, le grand public découvre que la première fortune de France a dissimulé plus de 65 millions d'euros en Suisse pour échapper à l'impôt. Ce que l'on sait moins, c'est que dans le plus grand secret, des bataillons de banquiers suisses viennent prospecter en France pour proposer de l'évasion fiscale aux Français fortunés. Une pratique illicite punie de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. Suspecté, UBS, l'Union des banques suisses, le numéro 1 mondial de la gestion de fortune. You and us. You and us. UBS. Aux États-Unis en 2009, UBS a déjà fait l'objet d'une condamnation. Pendant 6 ans, ces commerciaux suisses ont proposé des solutions aux riches américains afin de frauder le fisc. À l'époque, devant le Sénat, le directeur financier d'UBS va même faire son mea culpa. Nous regrettons d'avoir enfreint les lois américaines. Aux États-Unis, UBS va écoper d'une amende record de 780 millions de dollars. Mais cette chasse aux riches par les Suisses aurait également eu cours en France de 2003 à 2008. C'est ce que nous révèlent d'anciens cadres d'UBS. Ils témoignent anonymement. Dans l'univers de la banque, briser la loi du silence, c'est signer son arrêt de mort professionnel. Parmi ces anciens d'UBS, Véronique. Elle affirme que la banque suisse avait mis en place un système d'évasion fiscale à l'échelle industrielle. C'était une organisation qui était pensée, voulue et réalisée par le groupe et qui n'avait pas d'autre vocation que d'aller drainer l'épargne des pays étrangers pour financer le développement du groupe en Suisse. C'était organisé, c'était une machine de guerre. Pour approcher grandes et petites fortunes françaises, UBS aurait organisé des concerts de musique classique avec des virtuoses de renom dans les salles les plus réputées de France. Ces cartons d'invitation sont ceux que recevaient les futures cibles des banquiers suisses. Nous nous sommes procuré des photos internes d'UBS prises lors de ces concerts. Elles montrent des chargés d'affaires suisses en compagnie de leurs invités français. Des chefs d'entreprise, des promoteurs immobiliers, des commerçants ou des médecins. Mission des Suisses, les convaincre de mettre leur fortune à l'abri du fisc français. Au total, chaque année, une centaine d'Helvètes auraient démarché ainsi illégalement sur le territoire national. Stéphane, ancien cadre d'UBS France, nous révèle comment ses collègues suisses s'organisaient pour échapper à la vigilance des autorités françaises. Il y avait des consignes extrêmement strictes qui étaient de ne jamais dormir dans le même hôtel, ne jamais passer les frontières avec des documents clients. Donc ils étaient très prudents et tout à fait conscients que s'ils se faisaient attraper en douane, la banque les laisserait tomber en disant qu'elle n'était pas au courant. Ce document confidentiel d'UBS, daté de juin 2006, nous a été remis par d'anciens membres du groupe. Son nom, le Security Risk Governance. Il liste les consignes de sécurité que doivent suivre les commerciaux suisses en France. Elles sont dignes de celles d'un agent secret. N'utilisez pas les mêmes hôtels que les autres banquiers. Essayez d'être le plus imprévisible possible. Changez de restaurant, de compagnie de taxi et de lieu de rendez-vous. Ou encore, préparez une histoire crédible si vous êtes interrogé par les autorités quand vous quittez le pays. Et ce n'est pas tout. Les Suisses ont des cartes de visite blanches sans nom de l'entreprise dessus. Il y a juste leur nom et leur numéro de téléphone, donc il n'y a pas de logo. Voici quelques-unes de ces cartes de visite.
Chaque chargé d'affaires possède un double jeu. L'officiel pour la Suisse et l'officieuse pour les séjours français. La banque n'y est pas mentionnée. Les Suisses sont aussi équipés d'ordinateurs portables d'apparence banale. Sauf qu'à la manière d'une mallette à double fond, ils permettent de cacher les données sensibles de leurs clients en cas de contrôle des douaniers français. En fait, ces ordinateurs ont une double interface. Si on y met une clé USB cryptée spécifique qui est donnée par UBS et qu'on démarre un jeu qui s'appelle le solitaire, eh bien ça ouvre une nouvelle interface. Et cette fois-ci, cette interface détient les numéros des clients, les relevés de compte des clients, toutes les données nécessaires pour faire leur métier. Le groupe UBS aurait mis en place une stratégie marketing pour ne passer à côté d'aucune fortune française. C'est ce qu'affirme Véronique. Les clients étaient chassés par catégorie d'appartenance. C'était la théorie des cercles politiques. Donc il y avait des départements et des chargés d'affaires qui avaient pour but de draguer les politiques. Il y avait des gens spécialisés dans les gens du people, les sportifs. Et après, il y avait, découpé par segment, tous les secteurs industriels. Voici un listing confidentiel montrant certaines des personnalités du showbiz, des médias et du sport, démarchées en France entre 2001 et 2002. Parmi les prospects, il y a presque toute l'équipe de foot championne du monde en 98. Parmi les footballeurs approchés, celui-ci. Après plusieurs rencontres, le commercial suisse précise. Il commence à me parler de son argent. Il faudrait encore le travailler un peu. Ici, cet autre prospect, il porte la mention « En cours ». C'est un célèbre animateur de télévision, rencontré à Cannes lors du Midem. Dans son compte-rendu, le commercial suisse semble confiant. Il note « Il m'a promis d'organiser une réunion avec ses conseils avant l'été. » Certains prospects portent la mention « Client off ». Cela veut dire qu'il a ouvert un compte non déclaré en Suisse, bref, dissimuler son argent au fisc. Selon les estimations des anciens cadres d'UBS, chaque année, entre 70 et 100 millions d'euros auraient quitté ainsi discrètement la France pour la Suisse. Nous avons retrouvé plusieurs de ces Helvètes qui démarchaient illégalement de riches Français. Celui que nous contactons prospectait dans la région de Bordeaux. D'après nos informations, à l'époque où vous travailliez pour UBS, vous êtes venu démarcher à Bordeaux notamment, et je voulais savoir si on pouvait en parler ensemble. Non, ça m'intéresse pas d'en parler. Écoutez, j'ai rien à vous dire. On fait ça, on fait des activités ici. On n'a pas à les étaler dans la presse et dans les magazines. Est-ce que vous avez conscience que vous preniez des risques? Est-ce que... Écoutez, je peux pas vous répondre sur ce sujet-là. Je sais pas de quoi vous parlez. Au revoir, monsieur. Tous les autres commerciaux suisses que nous avons joints nous ont tenu le même discours. La direction d'UBS a décliné également toutes nos demandes d'interview. Dans un mail, un responsable du service communication nous précise « La banque n'a ni mis en œuvre ni participé d'aucune manière à un quelconque système d'aide à l'évasion fiscale. » En 2010, les anciens membres de la banque ont dénoncé ces pratiques aux autorités françaises. Pour de tels faits, UBS risque de lourdes amendes et, plus grave, la perte de sa licence en France. Mais curieusement, ces dénonciations sont restées sans effet depuis 2 ans. Ce n'est qu'en avril dernier qu'une information judiciaire a été ouverte en France sur UBS pour démarchage illicite et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Autre combine, ne pas payer d'impôts sur son patrimoine, même s'il est estimé à des millions d'euros. Avec l'aide de virtuoses de la défiscalisation, on peut d'un coup de baguette magique faire disparaître aux yeux du fisc propriété et biens de valeur.
C'est ce dont est soupçonné un contribuable richissime avec lequel nous avons pris rendez-vous. Il vit à 2 pas du Trocadéro, sur la très chic avenue Georges Mandel. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Takieddine, Stéphane Malter de Canal+. C'est dans son hôtel particulier de 600 mètres carrés, somptueusement décoré, que nous reçoit l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Cet appartement où il réside depuis 10 ans est estimé à 12 millions d'euros. On en a pour quelques minutes, non? L'homme a fait fortune dans le milieu des années 90 comme intermédiaire dans les grands contrats d'armement. Une activité qui lui vaut aujourd'hui de faire la une des médias. Dans l'affaire Karachi, qui concerne la vente de sous-marins français au Pakistan, la justice le soupçonne d'avoir rétrocédé des commissions pour financer illégalement la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. On va s'installer. Comment vous voulez qu'on s'installe? Vous voulez bien vous installer ici? Mais c'est pour une toute autre affaire que nous sommes venus le voir. L'été 2011, la direction des services fiscaux de Paris a reçu ce courrier de dénonciation que nous avons pu nous procurer. Ziad Takieddine y est accusé d'être depuis plusieurs années au centre d'une fraude fiscale de grande envergure. La valeur de son patrimoine dépasserait les 100 millions d'euros. Normalement, il devrait être imposé dessus et pourtant, il ne paierait rien. Des accusations que l'homme d'affaires balaie d'abord d'un revers de main, il serait un contribuable modèle. En gros, votre patrimoine serait estimé à peu près à 100 millions d'euros et vous ne payez pas d'impôts. Comment c'est possible? Je me réfère toujours à mon conseil fiscal, qui connaît tout le patrimoine, qui connaît tout en réalité de A à Z. L'auteur de la lettre est pourtant bien informé. Son nom, Nicolas Takieddine. Pendant 20 ans, elle a été mariée à l'homme d'affaires. Mais depuis leur divorce en 2006, le couple se déchire. Je ne vois pas l'utilité d'une quelconque démarche qui dit « j'ai pas payé des impôts depuis toute ma vie ». Pas vrai. Pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à des femmes que je souhaite d'ailleurs pour n'importe qui, même mes ennemis, je leur souhaite de ne pas avoir un divorce aussi horrible et difficile. C'est à Londres que nous allons retrouver l'ex-madame Takieddine, Nicolas Johnson. Il a fallu plusieurs mois de négociations avant qu'elle n'accepte notre demande d'interview. Nicolas Johnson est en guerre avec son ex-mari. Il refuse de lui verser une pension alimentaire, il l'a même mise à la rue, elle et leurs 2 enfants. Ziad Takieddine affirme au juge n'avoir aucune fortune. Mais en 2010, Nicolas Johnson obtient le droit d'occuper cette luxueuse maison londonienne. Propriété de son ex-mari, cette résidence secondaire est estimée à plus de 20 millions d'euros. Nicolas Johnson va y faire une découverte explosive. Dans son bureau, Ziad Takieddine entreposait une partie de ses archives secrètes. C'est dans cette pièce que j'ai trouvé les documents dans des cartons comme celui-ci. Quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que mon mari a dû les mettre là à l'abri. Et il n'aurait pas aimé que je les découvre. Mais il n'a jamais pensé que j'allais rentrer à la maison, que j'allais rentrer dans cette maison. Ces cartons, photographiés par Nicolas Johnson, portent les initiales de Ziad Takieddine. ZT. Correspondance, comptabilité, ces classeurs révéleraient l'étendue réelle de sa fortune, mais aussi sa situation fiscale. Parmi les documents, ses avis d'imposition. Pour l'année 2003, par exemple, l'homme d'affaires déclare 163 000 euros de revenus. Sur une décennie, il déclare chaque année en moyenne 200 000 euros.
Des revenus importants, mais très faibles comparés à son train de vie. C'est ce que semble indiquer ce tableau des dépenses de Ziad Takieddine. Il a été reconstitué par les avocats de Nicolas Johnson grâce à ses archives secrètes. Il en ressort que l'homme dépense en moyenne 1 960 000 € par an rien que pour l'entretien de ses biens. C'est 13 fois plus que son revenu annuel déclaré. Minore-t-il ses revenus ? Autre étrangeté, il ne paierait aucun impôt sur son patrimoine. C'est ce qu'affirme avoir découvert son ex-femme. J'étais stupéfaite de constater qu'il payait très peu de taxes et pas du tout de taxes sur son patrimoine. Pourquoi ça vous a surpris? Parce que je savais qu'il avait un patrimoine extrêmement important et qu'il possède des propriétés partout dans le monde. Selon son ex-femme, au cours des années 90, Ziad Takieddine a acquis un immense patrimoine. À Paris, il possède plusieurs appartements, dont l'hôtel particulier de l'avenue Georges Mandel. Au Cap d'Antibes, il a fait construire sur 1 hectare cette résidence grand luxe. Plusieurs piscines, des statues achetées à des artistes renommés mondialement, valeur de la propriété 18 millions d'euros. Une collection de voitures de luxe, valeur 1 million d'euros. 2 bateaux, dont un yacht de 24 mètres, valeur 6 millions d'euros. À l'étranger aussi, le millionnaire multiplie les demeures. À Londres, une maison. Au Liban, plusieurs appartements. Et même un château. Au total, ce patrimoine pèserait 100 millions d'euros, dont 40 millions d'euros en France. Tout contribuable français qui possède plus d'1 million d'euros de patrimoine est imposable à l'ISF. En théorie, avec 100 millions d'euros de patrimoine sur 10 ans, Ziad Takieddine aurait dû s'acquitter de 17 millions d'euros aux impôts. Grâce aux archives de son ex-mari, Nicolas Johnson affirme savoir comment il aurait échappé au fisc. C'est un système extrêmement complexe qu'il a mis en place. En fait, il est caché par des sociétés écrans. Le système est fait pour que le véritable nom du propriétaire, c'est-à-dire mon mari, n'apparaisse pas. Par exemple, l'hôtel particulier de l'avenue Georges Mandel, où nous l'avons rencontré. Officiellement, Ziad Takieddine n'en est que le locataire. Comme le montre ce contrat, Ziad Takieddine loue l'appartement pour 10 000 € par mois à une société civile immobilière, ce qu'on appelle une SCI. Son gérant, en charge d'assurer cette location, est un certain Alain F. Nous avons pu retrouver sa trace en banlieue parisienne, à son domicile personnel. Muni d'une caméra cachée, nous avons voulu en savoir plus sur lui. Je me présente, je m'appelle Stéphane Malter, je suis journaliste pour Canal+. Et je viens vous voir en fait à propos de Monsieur Takieddine. Parce que j'ai cru comprendre en fait que vous étiez en fait le gérant de la société de la SCI. Vous êtes celui qui loue à Monsieur Takieddine l'appartement de l'avenue Georges Mandel. Tout à fait, c'est ça. Cocasse, l'homme va nous avouer qu'il est en réalité l'un de ses domestiques. Parce que vous, votre boulot, c'est quoi au départ? Mon boulot, c'est maître d'hôtel. Comment il en est arrivé à vous demander de devenir le gérant de la SCI? Parce qu'il a trouvé que je m'occupais bien des petites affaires, enfin des petites missions qu'il m'avait confiées. Et je me suis retrouvé avec une casquette de gérant. On m'a dit voilà, votre travail ça consiste en cela. Vous avez ça à faire, c'est-à-dire que dalle quoi. Il y avait. En fait, il vous demandait d'être son homme de paille. Ben, je suis devenu, c'est pas qu'il me demandait d'être son homme de paille, c'est que je me suis rendu compte après quelques temps qu'il était propriétaire de l'appartement. Bref, Ziad Takieddine se louerait à lui-même son propre hôtel particulier, ce qui lui permettrait d'escamoter ce bien au fisc. Ouais.
En contrepartie, il aurait fait preuve de générosité avec son domestique. C'était la voiture, c'était un petit billet, c'était des extras, c'était une réception par-ci, une réception par-là. Ce domestique et la SCI dont il était le gérant bidon ne serait qu'un premier écran pour empêcher de prouver que Ziad Takieddine est propriétaire de son hôtel particulier. La SCI française est détenue par 2 sociétés, Ilor 1 et Ilor 2, basées dans un paradis fiscal, le Luxembourg. Leurs dirigeants seraient là encore des hommes de paille. Afin de brouiller les pistes, ces sociétés écrans sont elles-mêmes détenues par une entité basée au Panama, Alveston International. Paradis fiscal, le Panama permet de créer des sociétés garantissant l'anonymat du propriétaire. On appelle ça des sociétés au porteur. Avec ce type de société, le nom du propriétaire n'est jamais mentionné sur les parts d'Alveston International. Il suffit de les tenir entre ses mains pour être propriétaire. Pour plus de sécurité, elles sont généralement conservées dans un coffre-fort. Difficile donc de prouver le lien entre Ziad Takieddine et son hôtel particulier. Établi grâce à ses archives secrètes, ce schéma montre qu'il aurait utilisé à chaque fois des montages similaires pour occulter tout lien avec ses propriétés. Une galaxie de sociétés écrans que nous avons montrée au syndicaliste des impôts, sans lui préciser l'identité du contribuable visé. À ses yeux, un montage typique de grande fraude. Un casse-tête pour les limiers du fisc. On est bien loin des petites magouilles du contribuable lambda. Là, on voit toute la difficulté du contrôle fiscal. C'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, on a directement le salaire que vous déclarez d'un côté, le salaire que déclare votre employeur. Ça se fait de manière informatique, c'est très simple. Et donc, tous les salariés passent à la moulinette de ce système informatique tous les ans. Mais sur ce schéma de fraude, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce patrimoine qui physiquement est en France, juridiquement, le propriétaire est à l'étranger. Et donc, il est à l'étranger dans plusieurs pays. Les fraudeurs ont compris une chose, c'est que s'ils ne sont pas détectables, ils ont déjà échappé en grande partie au risque de contrôle fiscal. Et ensuite, le deuxième étage, c'est que s'ils sont détectés, ils savent très bien que le chemin va être très long pour remonter une à une les structures, pour demander des coopérations dans plusieurs États et ensuite faire le recoupement. Et donc c'est ça, c'est toujours le gendarme et le voleur. Même quand le gendarme voit le voleur, il ne l'attrape pas nécessairement et c'est le pari des fraudeurs. Un système difficile à percer. Sauf qu'après des mois d'enquête sur les archives du millionnaire, les avocats de Nicolas Johnson, dont Joseph Breham, affirment avoir trouvé la faille. Son goût du luxe aurait poussé Ziad Takieddine à la faute. En 2008, Ziad Takieddine a voulu s'acheter un avion. Pourquoi pas, mais évidemment, quand on s'appelle Ziad Takieddine, on n'achète pas un simple Gulfstream, on achète un Boeing. L'homme convoite alors un 727 comme celui-ci, vendu 6 millions d'euros. Pour l'acheter, il va commettre une imprudence, faire une demande d'emprunt à sa banque. Les banquiers sont des gens qui aiment bien prêter, il n'y a pas de souci, mais qui ont envie d'avoir certaines garanties. Et le souci de ces systèmes-là, c'est que le banquier ne peut pas savoir plus que d'autres si effectivement les biens qu'utilise M. Takieddine lui appartiennent ou pas. Et donc, dans ces cas-là, les banquiers en général disent « Bon, on a bien compris qu'il y a de grandes chances que ça vous appartenait, bravo, merci, mais je voudrais que vous me le certifiez. » C'est à ce moment-là que Ziad Takieddine aurait commis une erreur. En octobre 2008, il remplit cette déclaration sur l'honneur, signée de sa propre main. Il y affirme que tous ses biens et propriétés lui appartiennent, et parmi eux, l'hôtel particulier parisien, la villa du Cap d'Antibes, la maison de Londres, ses bateaux. Avec ce document, le millionnaire s'est dévoilé. Il estime lui-même ce patrimoine à 97 millions d'euros, un chiffre qui correspond à l'évaluation de sa fortune faite par son ex-épouse. Nous avons interrogé le contribuable Takieddine sur ces éléments qui accréditent les soupçons de fraude.
Vous auriez fraudé le fisc en dissimulant vos biens. En quoi? Attendez. Mais la question, c'est une question aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question, c'est que vous... Je refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. Vous comprenez que ça peut choquer les Français. Arrêtez, je refuse. Nos questions mettent Ziad Takieddine hors de lui. Allez, je veux plus. Allez vous faire foutre. Allez vous faire Attendez, foutre. je vous pose des questions. Vous avez dissimulé vos biens à travers des sociétés offshore. Bien sûr. J'ai dissimulé. À travers des SCI. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, j'essaye d'avoir des explications. L'homme finit par perdre le contrôle de lui-même. Des excuses par terre. Je me contente de poser... Par terre, des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien à faire. C'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Déclaration fiscale, c'est réservé à l'administration fiscale, pas à vous. Mais ça rebondit sur l'aspect... Je n'ai rien à foutre de ça rebondisse ou pas. Allez-vous-en. C'est tout. Un crachat en guise d'au revoir. Nous sommes mis à la porte sans autre forme d'explication. Bien avant que son ex-épouse ne l'accuse, Ziad Takieddine a pourtant suscité la curiosité du fisc. En 2004, il avait fait l'objet de vérifications. C'est ce qu'indique ce courrier de demande d'information des services fiscaux qui s'interroge sur ses déclarations de revenus de 2001 et 2002. Les réponses fournies par le contribuable Takieddine vont satisfaire les inspecteurs. Le dossier est classé. Quelques mois plus tard, Jean-François Copé est nommé ministre délégué du budget. Il va occuper cette fonction de 2004 à 2007. Ziad Takieddine le connaît bien. C'est son ami. Le millionnaire l'invite régulièrement dans son hôtel particulier parisien, mais aussi dans sa villa du Cap d'Antibes. Ou pour des virées sur son yacht. Des moments dont Nicolas Johnson a été le témoin. Ils se voyaient souvent, ils dînaient ensemble souvent, on partait en vacances ensemble souvent. En 2003, par exemple, les Copé et les Takieddine partent ensemble au Liban. Au menu, visite des ruines de Baalbek. La plupart du temps, selon son ex-épouse, c'est Ziad Takieddine qui invitait. Je pense que c'est mon ex-mari qui payait les billets d'avion. C'est ce que semble confirmer la comptabilité tenue par le millionnaire lui-même. Notamment ici, en décembre 2004, il mentionne le paiement de billets d'avion Londres-Venise pour le couple Copé. L'homme d'affaires ne manque jamais d'attention pour son ami ministre, auquel il va offrir une montre de luxe d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Mon mari, je me rappelle une fois, lui avait organisé une fête d'anniversaire et c'est là, en fait, qu'il lui a offert cette fameuse montre, cette fameuse Rolex. Moi, je pense que ces amitiés n'étaient pas des vraies amitiés. C'était des relations d'intérêt commun. Ziad était très attiré par le pouvoir et ce qu'éventuellement il pouvait faire pour lui. Et je pense qu'eux, ils étaient attirés par son argent. En juillet 2011, le site d'information Mediapart a révélé l'étrange situation fiscale de Ziad Takieddine, le millionnaire qui ne paye quasiment pas d'impôts. À l'appui de son scoop, le site publie les photos perso de vacances du ministre et du millionnaire. Pour Fabrice Arfi, le journaliste qui a sorti l'affaire, cette amitié entre un contribuable hors norme et un ministre du budget censé le contrôler pose problème. On est en effet dans une situation de conflit d'intérêts manifeste pour Jean-François Copé, qui est quand même censé être le garant du respect de la loi fiscale. Et le voilà qui barbote, il nage dans la fraude fiscale. Vraiment, Jean-François Copé, puisque la piscine
la fameuse photo, la piscine, la villa du Cap d'Antibes font partie des biens que Ziad Takieddine a soustraits à la curiosité du fisc. Et quand il y a des velléités de vérification fiscale, car ça apparaît dans le dossier, elles n'aboutissent pas. Donc ça pose des questions. En 2005, Ziad Takieddine aurait même joué les entremetteurs auprès du ministre Jean-François Copé pour régler les problèmes fiscaux d'un ami. L'homme d'affaires aurait été contacté par une vieille connaissance, Nicolas Bazir, numéro 2 du groupe de luxe LVMH. Nicolas Bazir lui demande de régler l'affaire d'un proche, Monsieur Y, auquel le fisc réclame 6 millions d'euros. C'est Nicolas Johnson qui a évoqué cet épisode devant la justice. Oui, j'ai su que mon ex-mari était contacté par Nicolas Bazir parce qu'il avait un ami qui avait des ennuis fiscaux. Et il avait demandé à mon mari d'intervenir auprès de Jean-François Copé. Et est-ce qu'il vous a dit qu'il allait lui rendre service à ce moment-là? Il m'avait dit qu'il allait contacter M. Copé. Pour lui parler de cette affaire? Pour lui parler des affaires de M. Parmi les documents que j'ai trouvés dans la maison, apparemment, les problèmes de M. se sont bien réglés. En effet, comme le confirme ce document, retrouvé dans les archives personnelles de Ziad Takieddine, les impôts ont écrit à Monsieur Y. Le 13 juin 2005. Le contribuable en redressement est informé d'une bonne nouvelle. Son dossier a été réétudié. Conclusion. Les conséquences financières se traduisent par l'abandon de près des 2/3. En clair, Monsieur Y, qui devait 6 millions d'euros au fisc, n'a plus que 2 millions à payer. Une ristourne accordée par le ministre en personne, Jean-François Copé. Ce document a été transmis par Nicolas Johnson aux enquêteurs de la Division nationale des investigations financières qui enquêtent aujourd'hui sur cette affaire. Sollicité à plusieurs reprises, l'ex-ministre Jean-François Copé a décliné nos demandes d'interview. Le 17 novembre, il a déclaré sur France 2 à propos de ses relations avec Ziad Takieddine: J'ai toujours assumé mes amitiés. Je suis quelqu'un de très droit, très profond, très sincère. Il a également affirmé: Je n'ai jamais eu de relation à caractère professionnel avec M. Takieddine, de quelque nature que ce soit. Aujourd'hui, sous la pression des médias et de l'opposition parlementaire, l'administration fiscale s'intéresse au contribuable Takieddine. Une enquête a été ouverte pour non-déclaration de patrimoine et minoration de revenus. L'homme risque un redressement sur 10 ans, 1 million d'euros d'amende, une peine de prison de 7 ans. Tous égaux devant l'impôt, c'est ce que promet Bercy. Et pourtant, paradis fiscaux, exil fiscal, optimisation concoctée par des avocats spécialisés. Quand on est fortuné et qu'on a quelques relations, échapper au fisc est un luxe qu'on peut toujours s'offrir.